À la fin du mois de novembre de cette année, les États-Unis ont publié ce qu'ils appellent la Stratégie nationale de sécurité, ce document ici. Et quand je dis les États-Unis, je veux en réalité dire la Maison-Blanche. J'expliquerai dans un instant pourquoi cela a de l'importance. Je n'avais pas encore parlé de ce document, car il m'a semblé quelque peu étrange, et lorsque je n'ai pas une idée claire de la manière d'aborder un sujet, je préfère me taire. Mais maintenant, j'ai des informations supplémentaires, et je pense qu'il y a ici un contexte important qui devrait nous aider à le comprendre. Parce que d'un autre côté, ce que nous avons également vu en décembre, c'est que le représentant Thomas Massie, le membre du Congrès Thomas Massie, a présenté un projet de loi visant à retirer les États-Unis de l'OTAN. Assez intéressant, n'est-ce pas? La stratégie de sécurité nationale indique également que la stratégie des États-Unis doit désormais s'éloigner de la domination de l'ensemble de la planète pour se tourner vers de nouveaux objectifs. Dans l'ensemble, on pourrait penser que les États-Unis changent sérieusement leur approche de la guerre et de la paix à l'échelle mondiale. Mais j'en suis venu à la conclusion qu'il s'agit en grande partie d'un fata morgana, une sorte d'illusion. Plus j'y réfléchis, plus je pense que Brian Berletic a en réalité raison lorsqu'il décrit cela comme une nouvelle itération de la continuité de l'agenda, de la division du travail et d'autres stratégies américaines destinées à maintenir le statu quo. En un sens, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Et j'aimerais utiliser cette vidéo pour expliquer ma réflexion. Mais regardons d'abord la stratégie de sécurité nationale en tant que document, juste un peu, afin que vous puissiez avoir une idée de ce qu'elle dit réellement et pourquoi elle a, sinon un caractère révolutionnaire, du moins un parfum de nouveauté, ce qui a enthousiasmé beaucoup de gens. La raison en est qu'elle indique que les États-Unis ne cherchent plus à dominer le monde. Le document lui-même n'est pas très long, environ 29 ou 30 pages, réparti en 4 sections. Une introduction, ce que les États-Unis devraient vouloir, et ainsi de suite. Et lorsque ce document parle des États-Unis, ce qu'il signifie réellement, c'est ce que l'administration actuelle définit comme tel. C'est vraiment important à garder à l'esprit. Nous ne parlons pas d'une approche impliquant l'ensemble du gouvernement. Nous parlons des préférences et de la vision politique d'un cercle relativement restreint de personnes. Et peut-être que c'est la première chose à considérer. Ce document est rédigé d'une manière qui me donne l'impression qu'il a été élaboré par un petit cercle de personnes. Je ne peux pas dire qui en est l'auteur principal, mais il n'a ni l'odeur, ni la texture d'un document de politique publique qui aurait circulé parmi différentes parties prenantes. On pourrait supposer que cette stratégie de sécurité nationale aurait été transmise au Pentagone et peut-être aux agences de renseignement, qu'elle aurait dû passer sur le bureau de Tulsi Gabbard en tant que chef du renseignement. Mais cela ne me semble pas être le cas. Cela ressemble beaucoup à l'œuvre d'un groupe restreint de personnes, partageant principalement la vision politique de Donald Trump, qui a ensuite rédigé la préface de ce document, qu'il signe pour marquer son accord. Ce que cela représente, avant tout, ce sont les priorités de politique étrangère de l'administration Trump. Le document tente de définir une stratégie, mais en réalité, bien qu'il aborde la question de ce qu'est ou devrait être une stratégie, on y trouve très peu d'informations sur la manière dont il entend atteindre les objectifs qu'il expose. Il s'agit donc davantage d'une liste de souhaits et d'une conception mentale du monde et de ce que les États-Unis devraient vouloir. Il aurait tout aussi bien pu être publié dans une revue comme Foreign Policy ou Foreign Affairs, rédigé par des hauts responsables de cette administration ou d'une précédente,
tant il cherche à donner un sens à la configuration du monde et à la place que les États-Unis devraient y occuper. L'une des raisons pour lesquelles ce document a tant fait parler de lui est que, sous la rubrique « Stratégie et région », il s'exprimait de manière très négative, en substance, à propos de l'Europe. Il critique très sévèrement l'Europe pour avoir emprunté une voie non démocratique, et il précise également qu'il souhaite un changement de la part des Européens. Il veut qu'ils assument une plus grande part du fardeau de leur propre défense. Mais, comme nous allons le voir, cela s'inscrit essentiellement dans une stratégie unifiée ou une approche unifiée des États-Unis à l'heure actuelle, qui a probablement moins à voir avec la limitation des conflits qu'avec la délégation du financement des guerres américaines à l'étranger. Voici maintenant une phrase qui montre comment le document présente en réalité les politiques étrangères erronées du passé. Il dit, et je vais lire ici, « Après la fin de la guerre froide, les élites de la politique étrangère américaine se sont convaincues que la domination permanente de l'Amérique sur le monde entier était dans le meilleur intérêt de notre pays. Pourtant, les affaires des autres pays ne nous concernent que si leurs activités menacent directement nos intérêts. Le texte poursuit ensuite en expliquant qu'il s'agit d'une approche erronée. Un autre court passage indique que ces élites ont permis à des alliés et partenaires de transférer le coût de leur défense sur le peuple américain, et parfois de nous entraîner dans des conflits et des controverses essentielles à leurs intérêts, mais périphériques, voire sans rapport avec les nôtres. On voit donc clairement comment cela reflète la vision de Donald Trump. C'est une approche transactionnelle. Les États-Unis ont trop payé, trop agi, et n'ont pas été suffisamment compensés pour cela. Tout cela, indique le document, doit changer, et les Européens, avant tout, doivent davantage partager le fardeau, mais aussi les partenaires du Pacifique, comme le document le précise ensuite. Ce qui est préoccupant, bien sûr, c'est que, bien que ce début soit encourageant, dans la mesure où le document affirme que les États-Unis ne devraient plus chercher à dominer le monde, il passe immédiatement à ces notions de sphère d'intérêt ou de sphère d'influence. Il y est dit que les États-Unis doivent exercer leur contrôle sur l'hémisphère occidental, essentiellement l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. En d'autres termes, il y est explicitement déclaré que nous affirmerons et ferons respecter un corollaire Trump à la doctrine Monroe. Cette doctrine du début du 19e siècle, selon laquelle aucune puissance étrangère, c'est-à-dire les puissances européennes, ne devait s'immiscer dans les affaires des Amériques, toutes les Amériques confondues, et que l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale constituent le domaine exclusif des États-Unis à exploiter, fondement de la domination américaine, qui a conduit à de nombreuses ingérences et à un contrôle étranger, notamment sur les marchés économiques d'Amérique latine. Il indique également vouloir maintenir l'Indo-Pacifique libre et ouvert, ce qui est une manière classique de dire que les États-Unis veulent diriger l'ensemble de la région Pacifique. Le texte évoque même la première chaîne d'îles, et plus au sud, les îles s'étendant du Japon et de Hokkaido jusqu'à Okinawa et Taïwan, puis jusqu'aux Philippines, comme un périmètre défensif permettant aux États-Unis de contenir la Chine. Cela dit, il faut noter que ce document ne décrit pas la Chine comme un ennemi. Il ne décrit pas non plus la Russie comme un ennemi. Et cela a suscité beaucoup d'enthousiasme, car cela suggère que l'administration Trump s'éloigne de cette vision très belliqueuse du monde, dans laquelle la Russie et la Chine sont toutes deux des ennemis potentiels qu'il faudrait vaincre. C'est l'un des nouveaux aspects de cette stratégie de sécurité nationale. Cependant, le problème est que ce document ne rompt toujours pas avec l'idée selon laquelle les États-Unis doivent créer la sécurité par la dissuasion. C'est peut-être là le principal enseignement pour moi.
Le document ne cherche absolument pas à redéfinir la sécurité, ni le monde, comme un espace où, grâce au commerce et aux institutions partagées, nous pourrions créer des capacités. Au contraire, il présente la Chine comme un problème. Voyons si je peux retrouver ce passage ici. La manière dont le document aborde la question. Les priorités. Ce passage sur l'Asie donne une idée très claire de la façon dont la Maison-Blanche perçoit la Chine et les erreurs du passé, ce qui nous offre également un aperçu de l'état d'esprit de la personne qui a rédigé ce texte, n'est-ce pas? So it says, President Trump single-handedly reversed more than 3 decades of mistaken American assumptions about China. Donc, il est dit que cela ne s'est pas produit. La Chine est devenue riche et puissante et a utilisé sa richesse et sa puissance à son avantage considérable. Les élites américaines, au cours de 4 administrations successives des 2 partis politiques, ont été soit des facilitateurs volontaires de la stratégie chinoise, soit dans le déni. Avec ces 4 administrations, je suppose que le document parle de Biden, enfin certainement pas de celle de Trump, qu'il faut exclure, mais d'Obama, de Bush et de Clinton. Ce sont les 4 administrations que le document accuse de s'être complètement trompées. Il exonère ensuite la première administration Trump de ses erreurs. Mais l'idée principale est que le document considère toujours que la Chine est devenue la Chine actuelle, riche, prospère et puissante, parce que les États-Unis ont commis une erreur par le passé. Nous avons vu cela à maintes reprises, dans des documents de politique étrangère et dans des rapports de groupes de réflexion. L'argument selon lequel c'est une erreur de la politique étrangère américaine qui a permis à la Chine de s'enrichir. Ainsi, la Chine ne serait pas un pays devenu prospère grâce à son ingéniosité, à son travail acharné et à la compétence de sa direction. Non, non, non. C'est parce que les États-Unis ont commis une erreur que la Chine est devenue riche et puissante. Dans ce sens, et dans la manière dont la dissuasion est encore présentée comme la pierre angulaire de la défense américaine et de la stabilité mondiale, on ne constate pas de rupture dans la mentalité des va-t-en-guerre. En somme, de ceux qui cherchent à tout présenter, absolument tout, comme une menace pour la sécurité, y compris bien sûr la sécurité économique, qu'ils estiment pouvoir et devoir également être traités par la puissance militaire. Le document indique clairement qu'il s'agit d'une administration de paix qui recherche la paix. Mais cela ne me convainc pas vraiment lorsqu'elle affirme qu'elle va restreindre le gouvernement. Et nous voyons en ce moment même que c'est précisément l'administration Trump qui a tué plus de 60 civils dans les Caraïbes de manière très brutale, en haute mer. C'est l'administration Trump qui balaie des décennies de droit international lorsqu'elle a arraisonné un pétrolier en haute mer et a utilisé la force militaire pour le faire, bien sûr. Donc le document, vous savez, ne présente pas une stratégie adéquate. Il ne définit pas de cadre précisant quand les États-Unis utiliseraient la force et quand ils ne le feraient pas. Il se contente de dire « Nous utiliserons la force lorsque nous devrons créer la paix par la force ». Ainsi, d'une certaine manière, ce document affirme simplement que les États-Unis cherchent à être une force de paix et de réconciliation, mais il ne le démontre pas vraiment. Je pense qu'il y a quelques points essentiels à garder à l'esprit. Le document n'a pas pour but de restreindre les États-Unis. Mais, d'un autre côté, ce qui est également très important, c'est que le document ne peut en réalité pas le faire. Il ne s'agit pas d'une politique étrangère contraignante pour les différentes branches du gouvernement américain. C'est plus ou moins le fruit d'un groupe de personnes gravitant autour de Donald Trump, qui souhaitent rassembler ses réflexions sur la politique étrangère dans un seul document, la manière dont lui ou son administration pense qu'il devrait être perçu. Ce n'est pas nécessairement ce qu'ils feront, mais plutôt comment leur politique devrait être comprise. C'est donc davantage une façon d'indiquer comment ils aimeraient être vus.
Ce n'est pas une instruction adressée au Pentagone, ni aux services de sécurité, ni même une directive sur les mesures concrètes à suivre. En ce sens, c'est un document très peu conséquent. Il a une valeur politique et il a déjà eu un impact politique. Les Européens sont très en colère en ce moment parce qu'on les traite de toutes sortes de noms ici. Mais ce qui compte, ce sont les mesures concrètes que les États-Unis essayent de prendre. Maintenant, je vous ai déjà montré celle-ci, n'est-ce pas? Le représentant Massey, le 9 décembre, a présenté un projet de loi visant à retirer les États-Unis de l'OTAN. Et on pourrait se dire, « Oh wow, ça va tout changer. » Eh bien, pas vraiment. Le sénateur Mike Lee, de l'Utah, avait déjà présenté un projet de loi de retrait de l'OTAN en juin 2025. À ce stade, ces projets de loi proviennent de sénateurs ou de membres du Congrès pris individuellement. Ce ne sont que les idées de ces personnes. Et parfois, ces projets de loi servent surtout à permettre à certains de justifier leur présence au Capitole auprès de leurs électeurs. Ils n'ont aucune chance d'obtenir un véritable soutien, ni bipartite, ni même au sein de leur propre parti. Je veux simplement en parler un peu avant de passer à la dernière partie, qui montre vraiment que les États-Unis ne prennent pas au sérieux la réforme de leur sécurité nationale ni leur approche des affaires internationales en matière militaire. Mais je veux aussi souligner la manière dont ces gens essayent sans cesse de rendre les choses plus attrayantes. En juin, Mike Lee a d'ailleurs qualifié ce projet de loi de « retrait de l'Amérique de l'OTAN » et l'a justifié en affirmant que ce retrait était attendu depuis longtemps. L'OTAN a fait son temps. Les menaces qui existaient à sa création ne sont plus pertinentes, 76 ans plus tard. Si elles l'étaient, l'Europe paierait sa juste part, au lieu de laisser les contribuables américains régler la note depuis des décennies. Et puis il appelle son projet de loi, tenez-vous bien, le Not a Trusted Organization Act, OTAN. Ainsi, le projet de loi visant à retirer les États-Unis de l'OTAN s'appelle aussi OTAN Not a Trusted Organization. Je ne sais pas, parfois je me demande vraiment si ces gens sont, d'une manière ou d'une autre, sérieux dans ce qu'ils font. Parce qu'il me semble que ce type avait simplement un peu trop de temps sur le chemin du retour d'un banquet ou quelque chose du genre, et qu'il a ensuite inventé un mot de 4 lettres de l'OTAN pour en gros combattre l'OTAN. Donc en un sens, nous avons maintenant au Sénat, ainsi qu'à la Chambre, ces deux projets de loi, celui-ci étant distinct, visant à retirer les États-Unis. Et fait intéressant, ils les présentent tous d'une manière très similaire à celle dont la stratégie de sécurité nationale les formule. Le problème n'est pas que l'OTAN n'ait pas apporté de résultats aux États-Unis, mais qu'elle coûte trop cher. Ces pays européens ne payent pas assez. Ils profitent gratuitement de tous les avantages, tandis que les États-Unis n'en retirent absolument rien. Par conséquent, nous devrions nous retirer. Il s'agit bien sûr de la stratégie de sécurité nationale, le document qui stipule que les Européens doivent payer. Ils doivent consacrer 5% de leur PIB au secteur de la défense. Donc payez plus, payez encore plus, continuez à donner. Et c'est désormais une façon d'envoyer un signal aux Européens, vous devez vraiment payer, n'est-ce pas? Sinon, nous avons déjà ces projets de loi dans les deux chambres du législatif américain. Mais le point que je dois souligner, et c'est probablement l'aspect le plus important, c'est que lorsqu'il s'agit des lois réelles des États-Unis, celles qui guident le fonctionnement du pays, nous ne voyons pas ici de changement de cap. Prenez cela en compte. Le 8 décembre, Fox News a rapporté que le Congrès avait décidé d'empêcher le Pentagone de réduire le nombre de soldats américains en Europe et en Corée du Sud. Une nouvelle loi impose des restrictions sur la diminution des effectifs en dessous des niveaux actuels dans ces deux régions.
Ainsi, lorsqu'il s'agit des sanctions réelles, des lois effectivement mises en œuvre, c'est cela qui compte. Je veux lire ceci avec vous, car cela nous donne une idée claire de la direction que prennent réellement les États-Unis. C'est un autre document très important qui en ce moment même est en cours de finalisation et il s'appelle la Loi d'autorisation de la défense nationale. C'est le moyen par lequel le Congrès américain finance son armée. Laissez-moi donc vous en lire un extrait. Its military, right? So let me read this out to you. The 2026 National Defense Authorization Act. La loi d'autorisation de la défense nationale de 2026, finalisée par les négociateurs de la Chambre et du Sénat et publiée dimanche soir, maintient la présence des forces à peu près à son niveau actuel dans les deux régions, l'Europe et l'Asie. Elle stipule que les États-Unis ne peuvent pas réduire leurs forces en Europe en dessous de 76 000 hommes, sans soumettre une évaluation et certifier au Congrès qu'une telle mesure ne nuirait pas aux intérêts de sécurité des États-Unis ou de l'OTAN. Le texte impose des restrictions sur toute réduction en dessous de 28 500 soldats en Corée du Sud. Et tout retrait devrait amener le Pentagone à assurer au Congrès que la dissuasion vis-à-vis de la Corée du Nord ne serait pas affaiblie, à confirmer que les alliés ont été consultés et à fournir à la fois une justification de sécurité nationale et une évaluation de l'impact régional. La législation exige également que les États-Unis conservent le poste de commandant suprême des forces alliées en Europe, la plus haute fonction militaire de l'OTAN. Prenez un instant pour y réfléchir, d'accord? Ainsi, tandis que la stratégie de sécurité nationale affirme que ces pays doivent payer leur part et que Donald Trump exerce une forte pression sur les Européens pour qu'ils consacrent réellement 5% de leur PIB à l'OTAN, et avec tous les discours sur un possible retrait de l'OTAN, y compris les deux projets de loi présentés, tous évoquent le fait que les Européens ne paient pas assez et que par conséquent, les États-Unis pourraient s'en aller, ou du moins envisager sérieusement de le faire. En même temps, les lois effectivement adoptées empêchent les États-Unis, empêchent l'administration d'apporter unilatéralement des modifications à la structure de l'OTAN. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, le commandant suprême de l'OTAN, le chef militaire, ce n'est pas M. Rutte, ni M. Stoltenberg, ni le secrétaire général, mais bien l'homme en uniforme, le général 4 étoiles, qui a toujours été un Américain depuis le tout début, et jamais personne d'autre. Ce qui signifie bien sûr que si les choses se corsent, la personne chargée de commander les troupes combinées de l'OTAN ou de déployer les moyens de l'OTAN est un Américain. C'est donc évidemment absolument magnifique, n'est-ce pas? On dit aux Européens, vous devez payer plus, dépenser plus, canaliser davantage de fonds et de capacités et acheter plus d'armes américaines, lesquelles sont au bout du compte sous contrôle américain. Les véritables décideurs en matière militaire sont et seront toujours aux États-Unis d'Amérique. Et ce projet de loi empêche désormais la Maison-Blanche d'envisager même l'idée de, vous savez, modifier le poste de chasseur, le commandant suprême des forces alliées, et de le confier, disons, à un Britannique, un Allemand ou un Français. Ce n'est plus autorisé. Les États-Unis, avec leur propre loi nationale, une fois ce projet de loi adopté, il ne l'est pas encore, je dois le préciser, il n'a pas encore été promulgué, mais il est plus ou moins finalisé et prêt à passer à cette étape. Si tout reste en l'état, alors vous savez, cela limite fortement la capacité de Donald Trump à apporter des changements unilatéraux. Il ne peut même plus réduire la taille des troupes sans franchir de nombreux obstacles. Donc en gros, le Congrès ne se contente pas d'appuyer sur le frein. Il rend presque impossible pour la Maison-Blanche de menacer certains changements dans la configuration de l'OTAN. N'est-ce pas? En ce sens, ce qui se passe réellement ici, c'est que, tandis que nous avons de la Maison-Blanche un document d'orientation exprimant la manière dont elle souhaite que sa propre politique étrangère soit interprétée,
Nous recevons désormais du Capitole, du Congrès, un signe très clair qu'il n'y aura aucun changement. Et c'est bien sûr ainsi que fonctionnent les États-Unis. Ce n'est pas seulement que ces branches du pouvoir sont égales et qu'il existe un équilibre entre elles, mais qu'aux États-Unis, l'acteur n'est pas uniquement Donald Trump, ni seulement la personne qui occupe le bureau ovale. Les décisions des États-Unis eux-mêmes, la manière dont ils agissent dans les relations internationales, sont réparties entre plusieurs groupes et plusieurs institutions différentes. Le Congrès est probablement l'institution la plus importante, mais nous avons aussi la communauté du renseignement. Nous avons le fait que la CIA et le FBI sont en quelque sorte de petits États dans l'État, capables, dans une large mesure, d'agir sans supervision. Ils ont leur propre existence. Nous avons le complexe militaro-industriel qui conduit à des dépenses d'argent, et l'argent et la politique influencent ensuite la politique étrangère des États-Unis. Nous avons le lobby pro-israélien qui exerce une influence. Ainsi, le système de lobbying, tout cela réuni, façonne l'approche réelle des États-Unis envers le reste du monde, et pas seulement les déclarations politiques du président des États-Unis. Et ce qui ressort clairement ici, c'est qu'au sein du Congrès, dans les deux partis, il existe encore une large majorité favorable au maintien de la ligne actuelle. C'est-à-dire que le système américain d'influence étendue sur ses alliés, ses vassaux en quelque sorte, à l'étranger, ne changera pas. Cette quête de domination, de déploiement de force et de contrôle non seulement dans l'hémisphère occidental, mais aussi en Europe et en Asie, ne va pas évoluer. En ce sens, je pense que Brian Berletek, avec son idée de continuité de l'agenda, a tout à fait raison. Et cette loi, comment s'appelle-t-elle déjà? La loi d'autorisation de la défense nationale est probablement la preuve la plus solide que nous ne devrions pas nous attendre à des changements spectaculaires dans la politique étrangère des États-Unis. Laissez-moi simplement lire la dernière partie que j'ai surlignée. Lors d'une réunion la semaine dernière, avec des responsables de la sécurité nationale américaine et des dirigeants européens, les responsables américains ont indiqué à leurs homologues que l'Europe devait se préparer à assumer la majeure partie des responsabilités de défense de l'OTAN d'ici 2027. Les États-Unis prévoient de conserver le poste de chasseur, mais offriront certains autres postes militaires de haut rang de l'OTAN à des nations européennes. Encore une fois, ce à quoi nous devons nous attendre au cours des prochaines années, c'est que les États-Unis vont demander à leurs alliés de payer davantage, de dépenser davantage, de consacrer plus d'énergie à tous ces projets et affaires liés au domaine militaire. Mais ils ne renonceront pas au pouvoir qu'ils détiennent à travers l'OTAN en tant qu'institution. Donc, ces actes-là, M. Massey, ne sont pour la plupart qu'une façade. Je ne pense pas que la personne qui a rédigé la stratégie de sécurité nationale, ni la petite équipe qui l'a écrite, croit sérieusement que c'est ainsi que les choses devraient être gérées. Mais tout cela s'inscrit dans le même refrain adressé aux Européens, aux Japonais, aux Coréens. Payez plus, payez plus, payez plus, faites davantage. Contentez-vous d'être d'accord avec nous. Acceptez ce que nous vous disons de faire. Mais nous conservons l'équilibre, le contrôle global, car il y a désormais cette loi d'autorisation de la défense nationale. Le Congrès interdit à l'exécutif d'apporter quelque modification que ce soit à la configuration. Le président des États-Unis ne peut pas se retirer unilatéralement de l'OTAN. C'est impossible. Et je pense aussi que ce document rédigé par le German Marshall Fund, l'une des organisations néoconservatrices transatlantiques les plus connues, a raison sur plusieurs points. Il est dit que le NDAA, le National Defense Authorization Act, est un document contraignant, bien sûr. La politique américaine se situe probablement quelque part entre la stratégie de sécurité nationale, politiquement significative mais non contraignante,
et le NDAA, juridiquement contraignant mais plus modéré. Il est intéressant qu'il le qualifie de plus modéré. Bien sûr, le NDAA est le document qui maintient cette emprise de fer des États-Unis sur l'OTAN et, par conséquent, s'étend directement à la prise de décision militaire des Européens. Mais bien entendu, les transatlantiques, les néoconservateurs, interprètent cela comme une approche modérée, comme ne changeant pas la direction générale des États-Unis. Et en réalité, le fait que la stratégie de sécurité nationale ne soit pas contraignante signifie qu'elle n'a aucune influence sur la manière dont le Pentagone conduit ses opérations, ni sur la façon dont les services de sécurité, et ainsi de suite, mènent leurs affaires. Elle n'a de pouvoir que dans la mesure où M. Lotaz pourrait tenter d'ajuster ses actions en fonction d'elle. Mais même cela n'est pas garanti, n'est-ce pas? Ainsi, tous les responsables aux États-Unis peuvent consulter la stratégie de sécurité nationale et continuer comme d'habitude en la considérant comme une curiosité de l'administration Trump. Dans l'ensemble, comme le souligne ce rapport, le Congrès demeure un fervent partisan de l'OTAN. Même s'il demande à l'Europe d'assumer davantage de responsabilités pour sa propre défense. Des changements dans la posture et l'engagement des États-Unis envers l'Europe sont sans aucun doute à venir. Mais la NDAA laisse entendre que les États-Unis et leurs branches gouvernementales coégales n'ont pas encore tranché le débat entre eux. Et je pense, encore une fois, que ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. C'est la manière dont le système se paralyse lui-même, n'est-ce pas? Il s'enferme dans, disons, l'opinion majoritaire, ce qui signifie que l'approche générale de la politique étrangère va rester la même. Et l'administration Trump dispose maintenant simplement d'un autre document auquel elle peut se référer lorsqu'elle commet tous ces actes illégaux, comme dans les Caraïbes, et fait exploser des gens, parce qu'elle peut appeler cela la paix par la force. Elle peut qualifier cela de politique étrangère non interventionniste. Et quand elle intervient, c'est parce que nous devons le faire. Ce document dit que nous ne le ferions pas. Mais si nous intervenons, c'est simplement parce que nous n'avions pas d'autre choix. En un sens, c'est simplement un autre moment où l'on crée une excuse commode pour justifier ce qu'ils font en matière de relations étrangères. En gros, poursuivre et devenir encore plus agressif dans certains domaines, surtout lorsqu'il s'agit de faire pression sur les alliés pour qu'ils externalisent certains théâtres d'opération. Comme nous le voyons actuellement, l'administration Trump cherche à confier la guerre en Ukraine aux Européens. Elle tentera d'externaliser la politique de confinement de la Chine aux Japonais, ainsi que la question de Taïwan, même si la situation y évolue, et laissons cela de côté pour le moment. Mais nous ne voyons pas de changement d'état d'esprit dans ce document, dans son ensemble. Nous ne voyons pas que l'administration Trump cherche à repenser radicalement la manière dont les États-Unis devraient créer une sécurité non militaire à travers le monde. Nous ne voyons pas non plus le Congrès aller dans ce sens. Et nous ne constatons pas que les services de sécurité ou même le complexe militaro-industriel aient apporté des changements significatifs. L'administration n'a apporté aucun changement notable au fonctionnement du système politique américain. Ainsi, mon évaluation est que malgré quelques propos encourageants dans ce document de la NSS, aucun changement n'est à attendre, si ce n'est des décisions à court terme plus erratiques de la part de l'administration Trump, car c'est une chose qu'il peut faire. Mais dans l'ensemble, je pense que Brian Berletic a raison. La continuité de l'agenda est ce à quoi nous devons nous attendre. Merci. What we should expect to come. Thank you.